chose promis, chose due. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours à la visite des biens avec les spécificités liées aux typologies. Alors, prenez des notes, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Realtimum. Comme promis dans l'épisode précédent, on va s'intéresser aux particularités lorsqu'on visite des biens en présence d'un appartement, un immeuble ou une maison. Alors, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode précédent concernant la visite de biens. Et là, on va creuser un peu plus et voir les particularités lorsqu'on est dans les différents cas, lorsqu'on achète un bien en monopropriété ou en copropriété. Alors, d'abord, quand on est en monopropriété, c'est vraiment le plus gros morceau parce que là, dites-vous que vous allez être le seul propriétaire. Et donc, dans cette situation-là, il faut que vous regardiez tous les éléments du bâtiment. Clairement, il faut que vous fassiez attention aux grosses œuvres parce que si jamais il y a un élément, une réparation, une rénovation que vous n'avez pas identifié, du coup, ça va vous exploser votre budget travaux et ça va être très compliqué derrière de rebondir. Les gros warnings, moi, qui me viennent à l'esprit, concernent principalement, bien sûr, la toiture, la façade. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. C'est regarder tous les éléments qui pourraient montrer qu'on a besoin d'une réparation. Si jamais l'agent immobilier vous explique qu'il y a des travaux qui ont été faits, ne pas hésiter à demander des factures, voire à appeler l'artisan pour comprendre exactement ce qu'il a fait ou pas fait. L'autre élément qui va être intéressant aussi, c'est de s'intéresser au tout à l'égout. C'est très con, mais quand on n'est pas dans des grosses villes, il se peut que le bâtiment ne soit pas raccordé au tout à l'égout, ou du moins que vous n'ayez pas la confirmation. Ça, c'est un élément que vous pouvez mettre dans le compromis. D'ailleurs, si vous allez jusqu'à ce point-là du process, c'est mettre dans le compromis que j'aimerais m'assurer que le tout à l'égout est conforme. Ça a un coût, je crois, parce qu'il faut faire passer le service d'urbanisme, mais au moins on s'assure que y a pas de mauvaise surprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le bâtiment n'est pas raccordé au tout à l'égout, pour une raison technique, par exemple, la commune ne dispose pas justement du réseau jusqu'au bâtiment, eh bien, le jour où c'est le cas, vous allez être dans l'obligation de raccorder le bâtiment. Donc c'est quand même un élément important à avoir en tête quand on achète. Alors, on a parlé, bien sûr, de la structure du bâtiment, donc la toiture, la façade. Je ne le dirai pas assez souvent. Si vous avez un doute sur une façade, il vaut mieux faire venir quelqu'un, un maçon, n'importe qui, un expert d'assurance. Vous pouvez avoir le contact en appelant votre assurance habitation. L'idée, c'est que quelqu'un d'expérimenté passe voir le bâtiment et vous donne son retour. Moi, j'aime bien l'expert en assurance parce que lui, quitte à le payer, il peut vous faire un rapport. Un truc hyper détaillé en vous disant oui c'est grave, non c'est pas grave et éventuellement voilà ce que je préconise. Donc ça peut vous permettre de vous décider en disant est-ce que je négocie, est-ce que je fais les travaux moi-même, etc. Le maçon, c'est pareil, il peut vous faire un devis aussi. L'avantage c'est que parfois on peut avoir des doutes sur son objectivité parce qu'il va avoir besoin d'un chantier tout simplement. Alors que l'expert en assurance, il s'en fout un peu. Alors, on a fait la structure, on a fait le raccordement au tout à l'égout et le truc auquel on pense moins, c'est de regarder les bâtiments connexes, surtout quand on est dans le cas d'un bien en monopropriété qui est mitoyen. Il faut s'intéresser aux voisins, pas simplement aux personnes, mais aussi aux bâtiments voisins. Je pense que tout le monde se rappelle des bâtiments qui se sont écroulés à Lille. Parfois, surtout dans les centres-villes, les bâtiments se tiennent entre eux. C'est trop bizarre à dire, mais en fait, ils se tiennent entre eux. Donc, vous pouvez avoir un bâtiment qui paraît très sain de votre côté, mais qui tient à cause du bâtiment à côté. Et donc, si jamais le bâtiment qui est à côté présente lui des fissures, des choses comme ça, parfois, il vaut mieux pas s'aventurer sur ce terrain-là, en fait. Un dernier point qui me vient à l'esprit, c'est la partie télécom. Fibre, Internet, bref. Cet aspect-là, en monopropriété, c'est pas évident à gérer. Franchement, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu la loose. Parce qu'en fait, on a un seul interlocuteur. Ça peut prendre du temps. Ils sont relous parfois en termes de critères techniques. Enfin bref. C'est intéressant de s'assurer que est-ce que les appartements, les différents lots, en tout cas quand vous êtes sur un immeuble de rapport ou même la maison, est raccordée.
et avec quoi, enfin, à quoi elle est raccordée. Est-ce que c'est de la fibre? Est-ce que c'est de la DSL? Le minimum syndical, c'est la DSL, parce que derrière, quand vous allez mettre des locataires, ils vont pouvoir demander la fibre et ça vous coûtera moins cher, puisque les opérateurs, vu qu'ils récupèrent un abonné, en fait, ils sont prêts à payer pour l'installation. Donc c'est important de vérifier cette info-là, parce que si c'est pas le cas, quand c'est pas raccordé, parce que c'est possible, quand c'est pas raccordé, franchement, en termes de locataires derrière et de, comment je vais dire, de qualité du bien, c'est zéro. Les gens, ils ont envie d'avoir Internet. Donc juste pour info, ce qu'il faut savoir quand c'est comme ça, c'est que vous avez la possibilité de créer le réseau intérieur à votre bâtiment avec un électricien. Il n'y a aucune contrainte sur ce point-là. Donc vous avez vos boîtiers DTI dans chaque appart et vous raccordez le tout à un endroit dans le bâtiment, dans les communs par exemple, et c'est Orange qui va faire le reste du travail. Par contre, il va le faire jusqu'à la limite de votre propriété. Ce qui veut dire que quand il y a des passages souterrains, quand il faut creuser, parce que la plupart du temps, ils vont nous demander de creuser, là, il faudra faire intervenir une société extérieure. Donc, soit vous déléguez à Orange de le faire, soit vous le faites vous-même. Bon, le plus simple, souvent, c'est de déléguer cette partie-là. Mais parfois, quand c'est pas très compliqué, qu'il suffit, par exemple, de creuser, ça peut valoir le coup de se renseigner un peu sur le comment et puis de le faire soi. Voilà, je réfléchis encore, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour pour tout ce qui est en monopropriété. On va pouvoir donc passer aux biens en copropriété. Alors, ça peut être une maison, c'est possible, mais souvent c'est des appartements. Donc, en copropriété, il va être important de se renseigner, bien sûr, sur le règlement de copropriété, parce que parfois, en fonction de ce que vous voulez faire en termes de mode d'exploitation, vous pouvez être limité. Je pense notamment à la courte durée et à la colocation. Le règlement de copropriété va aussi vous indiquer un peu comment est régentée la vie de la copropriété. Vous allez pouvoir, bien sûr, à travers les PV d'AG qu'il faut demander, bien sûr, voir comment les gens s'entendent, s'il y a beaucoup de copropriétaires, comment est entretenu le bâtiment, s'il y a des travaux réguliers, s'il n'y en a pas beaucoup. S'il y a des travaux réguliers, ça veut dire qu'il y a assez de propriétaires et pas seulement des locataires qui sont bien sûr concernés par l'entretien du bâtiment. Vous allez aussi avoir accès aux potentiels travaux à faire. Donc ça, c'est vital parce que en fonction de qui vote les travaux, le voteur est le payeur. Donc c'est bien de se renseigner sur où en est l'avancée des travaux, à quel point on en est, à quel stade on en est, etc., etc. Ça va vous donner aussi une idée. Par exemple, c'est vrai qu'il peut y avoir des travaux qui ne vont pas vous incomber, mais qui peuvent impacter, par exemple, le DPE de l'appartement. Petite remarque sur les petites copropriétés. Alors souvent, franchement, quand vous n'avez pas le choix, entre guillemets, d'être en copro, c'est quand même plus intéressant d'être dans une petite copro parce que c'est plus facile de se mettre d'accord, c'est plus facile de créer du lien. Je pense notamment aux situations où vous avez un bien qui a déjà fait l'objet de travaux de rénovation ou alors dont vous avez déjà repéré les travaux de rénovation, mais en fait, vous êtes limité par l'aspect collectif, notamment en termes de chauffage ou de production d'eau chaude. C'est vrai qu'il peut y avoir des coûts à jouer. C'est-à-dire que si vous achetez des biens qui sont vraiment sous-cotés et que vous êtes un peu pris à la gorge par les charges de copro, par exemple, ça peut valoir le coup de creuser au niveau de la copropriété et de prendre la température. Est-ce que les autres copropriétaires seraient intéressés par des travaux de rénovation ? Surtout qu'on a pas mal d'aides qui sont accessibles au niveau de la copropriété. Donc ça peut être intéressant de savoir si on peut motiver les gens et augmenter substantiellement la valeur des biens juste en améliorant le mode de production d'eau chaude et ou de chauffage. Alors bien sûr, ça aura un coût. C'est bien de le faire chiffrer et d'en avoir une idée avant de signer l'acte authentique. Mais ça peut être un moyen d'augmenter considérablement la valeur de son bien, quand bien même on a fait une grosse négo parce que justement on était limité par ces charges de copropriété. Je reviens encore sur les réseaux télécoms parce que j'ai eu le cas. En fait, j'avais acheté une maison en copropriété de sol. Donc, c'était un peu un mix entre un lotissement et une copropriété. Parce qu'en fait, c'est un seul bâtiment qui avait été divisé. Et il se trouve que la personne qui avait fait la division ne s'était pas du tout occupée des réseaux télécoms. En plus, la copropriété venait juste d'être créée. Donc, autant dire que rien n'existait. Donc, c'est très bien. C'était une petite copro. Je crois qu'on doit être 4 au total. Mais rien de géré sur ce côté-là. Résultat des courses, on avait une seule ligne qui était créée au départ. Une seule ligne par bâtiment, on va dire. Sauf qu'il y a un des copropriétaires qui a fait une division. Et franchement, en ce moment, je bataille avec lui et ses locataires parce que y a un technicien Orange qui passe son temps à débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher les lignes, en fait. Donc moi, du côté de ma locataire, j'ai un problème. Donc c'est vraiment important d'avoir cette information-là, de se dire, OK, est-ce que ça a été géré correctement? Est-ce que ça n'a pas du tout été géré? Où ça en est si ça a été géré en partie? C'est à la fois un levier de négociation, mais c'est aussi un élément à tenir compte quand vous allez mettre en place vos locataires, quand vous allez mettre en place éventuellement votre division à vous. Donc en conclusion, c'est aussi un élément auquel on ne pense pas nécessairement parce qu'on se dit que il y a de l'internet partout, il y a de la fibre partout, il y a de la DSL partout, mais c'est pas toujours le cas. Même quand on est en copropriété de sol, par exemple, ou copropriété de toiture, enfin bref.
On peut acheter une maison qui est quand même en copropriété. Donc là, dans ces cas-là, surtout quand on est dans des zones un peu, pas rurales, j'aime pas forcément le terme, mais dans des villes de petite taille, parfois la gestion des télécoms, elle est pas ouf, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des particularités un peu en termes d'éléments auxquels faire attention quand on fait des visites de biens en mono et en copropriété. Dans tous les cas, ne vous empêchez jamais de poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Et au-delà de ça, quand vous posez des questions, n'hésitez pas à avoir les documents qui vous confirment les informations. Les devis, les factures, vraiment, faut pas hésiter. Les mails de l'urbanisme, voilà, je pense au raccordement, au tout à l'égout et à sa conformité. Vraiment, faut pas hésiter à avoir un maximum d'informations écrites. Je vous rappelle aussi que vous avez dans le descriptif de l'épisode mon lien Calendly pour prendre un petit créneau de 15-20 minutes pour échanger sur une problématique que vous avez. Moi, ça me fait plaisir, j'adore parler IMO. Et puis vous, ça vous permet d'avancer dans votre projet. On arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous propose bien sûr de le noter, de vous abonner, de m'envoyer vos questions et commentaires par mail à contact.realtimum@gmail.com ou via Instagram et Facebook, tout simplement en tapant Realtimum. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.